d'être venus aussi nombreux pour écouter le professeur David Ownby, qui vient tout juste d'arriver de Montréal, où il est professeur au département d'histoire et au centre d'études de l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal. Donc il a traversé l'Atlantique. Il était attendu ici depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis 2 ans, et pour des raisons que vous devinez et que vous connaissez que par trop, c'est simplement aujourd'hui qu'il peut être parmi nous. Donc merci Monsieur Covid de nous avoir laissé une respiration, parce que là on nous annonce son retour, donc donc on va profiter du peu de temps qu'il nous laisse pour procéder à des choses qui sont d'une actualité assez brûlante, je pense. Alors, le professeur Ownby, ça se voit peut-être pas, mais il a quand même 30 ans de carrière derrière lui. Il a été formé aux États-Unis et a obtenu son diplôme de PhD à l'université Harvard en 1989. Et il aime bien dire, pour résumer, qu'il s'est intéressé à 3 domaines différents de l'histoire chinoise, puisque ses premières recherches ont porté sur la question des origines des sociétés secrètes en Chine au XVIIIe siècle. Et ces recherches ont mené à un livre intitulé Brotherhoods and Secret Societies in Early and Mid-Qing China. Donc disons Brotherhoods, les confréries et les sociétés secrètes dans la Chine du début et du milieu de la période manchoue, des Qing. Livre qui a été publié donc aux presses universitaires de Stanford en 1996. Et depuis ce temps-là, il a changé légèrement de cap pour travailler sur la religion populaire en Chine dans la période moderne et même contemporaine, pour là aussi aboutir à un livre important que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'intitule Falun Gong and the Future of China. Donc Falun Gong, c'est le nom de cette formation d'inspiration religieuse qui crée beaucoup de problèmes apparemment donc, au pouvoir chinois, et qui est actuellement poursuivi et persécuté assez assidûment donc, par ce même pouvoir. Donc ce livre a été publié par les presses universitaires d'Oxford, Oxford University Press, en 2008. Et plus récemment, il y a un autre livre que le professeur Ownby a édité conjointement avec des collègues français, Vincent Gossart et Teacher. Donc Vincent Gossart qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et Teacher qui est professeur donc à l'INALCO. Et ce livre s'intitule Making Saints in Modern China, donc fabriquer des saints dans la Chine moderne, publié à presse universitaire d'Oxford, toujours en 2017. Et enfin, depuis la dernière décennie, le professeur Ownby se penche encore sur un autre sujet, mais vous percevrez évidemment qu'il y a un lien entre tous ces domaines. C'est celui de la vie intellectuelle contemporaine de la République populaire de Chine, c'est-à-dire donc en Chine continentale. Alors dans le cadre de ce projet, le professeur Ownby fait un travail remarquable
et on pourrait dire d'une valeur absolument unique parce qu'il traduit, il contextualise et il analyse les écrits des intellectuels publics chinois qui publient et écrivent en Chine. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, un travail de terrain dans l'optique de mieux comprendre comment cette Chine qui prétend être la deuxième puissance mondiale après les États-Unis, comment est-ce que cette puissance se voit elle-même et voit le monde. Alors, ce projet a déjà produit plusieurs livres, dont un dernier qui est assez récent, qui s'appelle Rethinking China's Rise, c'est-à-dire donc repenser la montée de la Chine, paru aux presses universitaires de Cambridge en 2019. Et ce livre est essentiellement composé de traductions de Xu Jilin, donc un intellectuel public de renom en Chine. Mais en fait, ces intellectuels publics figurent très largement sur on pourrait dire un site web qu'anime le professeur Ownbay, qui s'appelle Reading the China Dream, c'est-à-dire lire le rêve chinois, dont vous savez évidemment que le Zhongguomeng, enfin le rêve chinois, c'est une formule lancée par le leader actuel, donc Xi Jinping. Et donc sur ce site web que je ne peux vous recommander assez chaleureusement parce que c'est vraiment une mine, une source en anglais, donc de ces textes d'intellectuels chinois, très souvent en fait des textes non seulement très récents mais tout à fait actuels, qui ont été postés sur les réseaux sociaux chinois, quelquefois sur les comptes WeChat de ces intellectuels, et beaucoup d'entre eux en fait disparaissent assez rapidement, n'est-ce pas? Donc on a quand même une chance de les lire en anglais sur ce site, où vous trouvez donc ces traductions in extenso avec des contextualisations, une présentation donc de l'auteur, de son parcours intellectuel par David Ownbay, et quelquefois aussi des commentaires, soit de David Ownbay lui-même ou d'autres internautes qui réagissent justement à ces posts. Et tout ça, c'est gratuit, c'est accessible librement à toute heure, donc vraiment là je suis vraiment très très contente et très fière d'avoir réussi enfin à attirer donc David Ownbay ici au Collège de France. Alors pour exprimer notre reconnaissance et notre accueil, donc vous avez droit à une médaille qui pèse son pesant de plomb, de cuivre, ou je ne sais. Merci, c'est un premier pour donc, moi. Pour vous encourager alors pour vos 4 conférences du mois de juin, donc qui auront lieu tous les mardis de juin, donc à la même heure, au même endroit, de 17h à 18h dans cette salle 2. Alors, je termine quand même en disant que je suis d'autant plus contente de voir David Ownbay en chair et en os ici parce que on a beaucoup correspondu pendant la pandémie, parce qu'il a très aimablement accepté de participer à ce volume collectif que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu passer, qui s'intitule « Pensée en Chine », qui est paru aux éditions Gallimard, qui est un petit peu déjà un deuxième de la série des collectifs Gallimard, le premier étant intitulé La pensée en Chine aujourd'hui, qui datait de 2007. Celui-ci date de l'année dernière, donc 2021, où là vous avez justement un collectif d'articles qui portent justement sur divers aspects de la vie intellectuelle en Chine, et le professeur Ownbay a accepté de traduire et de présenter un autre auteur qui lui est cher,
et qui le fait beaucoup transpirer, qui s'appelle Qian Hui, oui, je vais en parler aujourd'hui. Oui, qui est très, très prolixe et par conséquent, et qui a jeté son dévolu sur David Hornby pour être son traducteur attitré en anglais. Alors, c'est pas forcément un cadeau, mais en tout cas, c'est intéressant pour nous. Bien, donc là maintenant, je pense que nous pouvons entendre la première conférence de David Hornby, dont vous avez le titre sur la diapositive. Alors, merci beaucoup à Anne Chang, à la fois pour l'introduction généreuse et pour le mois gratuit à Paris. C'est le bienvenu après 2-3 ans de pandémie, de marcher dans un quartier qui n'est pas le mien pour en avoir un temps. Et merci à vous tous pour venir si nombreux, je ne m'y attendais pas. Je m'excuse d'abord pour lire mon texte, mais je me suis dit que j'ai beaucoup d'informations, c'est en français, je serai un peu fatigué. Donc je vais vous imposer cela. Normalement, je n'aime pas faire cela, mais c'est des conditions un peu spéciales. Donc, mon objectif aujourd'hui est de décrire les origines et la nature du projet qui m'amène ici, précisant ce que je fais et ce que je ne fais pas, ce que le projet signifie, ce qui ne signifie pas. J'en plongerai ensuite dans le vif du sujet pour vous donner un avant-goût des termes que je vais développer au cours des 3 conférences à venir. Comme Anne Chang vient de le dire, mon projet se penche sur la vie intellectuelle en Chine contemporaine, la Chine dite de la réforme et de l'ouverture, et en particulier la période durant laquelle l'idée de la montée en puissance de la Chine est devenue quelque chose, c'est-à-dire grosso modo à partir de l'an 2000. Ce que je fais dans le cadre de mon projet, c'est de sélectionner, traduire et situer ou contextualiser. J'aime bien le mot curate en anglais, mais je ne pense pas que l'équivalent exact existe en français. Des textes composés par ces intellectuels. J'étudie en particulier les intellectuels publics, que moi je définis en tant qu'individus qui publient en Chine et en chinois pour la plupart, en respectant les règles établies par l'État parti, sans pour autant faire de la propagande ou servir de porte-parole à ce dernier. Cela signifie que je n'étudie pas les dissidents, car une fois que vous êtes étiqueté comme tel en Chine, vous perdez illico votre droit de parole et avec ceci, la plupart, voire la totalité, votre influence. Cela dit, la ligne de démarcation entre ce qui est dissident et ce qui ne l'est pas n'est jamais claire et est en mouvement constant. Il y a de nombreuses personnes que j'ai traduites qui ressemblent beaucoup à mes yeux aux dissidents libéraux qui ont été soit arrêtés, soit exilés, soit les deux. Donc il ne s'agit pas d'une pure question d'idées. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on peut dire ouvertement en Chine. Il n'y a bien sûr rien de mal à étudier la dissidence et les dissidents, et mon cœur bat pour eux et pour ceux et celles qui travaillent là-dessus. Mais pour utiliser une métaphore que je crois avoir moi-même inventée, s'il est important d'étudier les avions qui s'écrasent, il est également important d'étudier ceux qui continuent à voler et qui atterrissent en toute sécurité. Donc les deux cas, à mon sens, nous en disent long sur la nature d'un système. C'est en quelque sorte approprié alors que mon projet a débuté dans un avion, qui heureusement ne s'est pas écrasé. Il y a environ 10 ans, je rentrais de Montréal d'une conférence à Vancouver, où un intellectuel public chinois bien connu, Xu Jilin, que Anne Chang vient d'évoquer, m'avait fait don d'un exemplaire de son dernier livre sur le mouvement du 4 mai, que j'ai décidé de lire pendant le vol de retour de 5 heures. Le Canada impose, c'est un gros pays, les vols sont longs. Décision de laquelle je n'attendais pas grand-chose entre nous. J'avais peut-être 55 ans à ce moment-là, et en tant que spécialiste de la Chine, j'avais passé une bonne partie de ma vie à lire des documents, des articles, des livres en chinois, sans jamais y prendre un plaisir particulier, franchement. C'était du boulot, une façon de récolter des données, un travail toujours ardu et souvent ingrat, car le chinois est une langue difficile. Mais à ma grande surprise, le livre de Xu Jilin m'a fait mentir, et l'expérience était d'une toute autre nature. Il était bien écrit, dans une prose élégante, avec des intros, des conclusions, donc structurées pour être lues. On n'y retrouve aucune propagande ou repère idéologique. En d'autres mots, je me suis retrouvé face à un excellent livre qui a attiré et retenu mon attention pendant quelques heures.
Et c'est là quelque chose qui m'a frappé, franchement, avec la force d'une révélation. Car j'avais toujours imaginé, même si réforme et ouverture étaient dans l'air du temps, que la politique et la censure chinoise empêcheraient les intellectuels de dire quoi que ce soit d'indépendant, d'intéressant ou d'imprévisible. Le livre de Xu Jilin a prouvé tout le contraire. C'était un peu comme si toute ma vie, j'avais mangé des pommes et des bananes, croyant que je connaissais des fruits, et quelqu'un m'avait tendu une mangue. Alors, la force de cette révélation à 10 000 mètres au-dessus des prairies canadiennes ne s'est pas dissipée, et quelques années plus tard, après avoir bouclé d'autres projets et trouvé un peu d'argent, je me suis retourné vers Xu Jilin. À ce moment-là, lui et moi, on a sélectionné un certain nombre de ses essais parmi les plus récents pour traduire. En tant qu'universitaire, Xu Jilin travaille à la fois sur l'histoire intellectuelle de la Chine moderne, mais aussi dans son visage d'intellectuel public, il travaille sur la scène intellectuelle contemporaine. Nous avons choisi des textes à partir de ce deuxième champ pour publier le tout chez Cambridge, comme Han-Chung vient de le dire, dans un volume intitulé « Repenser la montée de la Chine ». En termes de contenu, il s'agit d'une critique de la part de Xu Jilin de certains courants intellectuels inspirés par le retour de la Chine au statut de grande puissance, que j'aborderai plus en détail dans la prochaine conférence. Le livre a été bien reçu et a fait même un certain bruit, je dirais. Une fois ce premier projet achevé, j'ai poursuivi en lisant les auteurs et les textes qui figurent dans les écrits de Xu Jilin, donc les personnes qu'il a critiquées ou citées dans ses livres et ses articles, ce qui s'est avéré être un excellent moyen de tâter le terrain davantage. C'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai lancé mon site web Reading the China Dream, qui a l'air de ça, et l'adresse c'est tout simplement readingthechinadream.com. C'était à l'été 2018. Et les 2-3 premières années de ce projet ou du site web ont été une exploration étendue de la vie intellectuelle chinoise entre le début du XXIe siècle et l'ascension de Xi Jinping au pouvoir, via, encore une fois, la traduction de textes intégraux et la mise en contexte et en ligne de ces traductions. Depuis, je vais où le vent me pousse, je suis mes intuitions et les sujets et les auteurs qui m'intriguent, l'actualité bien sûr. Je publie 6 à 8 textes, j'aurais pu dire 7, n'est-ce pas, par mois. Je dois ajouter ici, c'est important, que mes recherches ne relèvent ni de l'activisme ni du militantisme, ou du moins, je ne les conçois pas comme tels. Bien sûr, si c'était à moi de choisir un régime politique pour la Chine, je ne choisirais pas celui qu'elle a actuellement, mais cela ne dépend pas de moi, et je ne m'attends pas à ce que mes recherches vont changer la Chine. Mon objectif est plutôt d'explorer les conversations qui se tiennent entre les intellectuels publics en Chine, de voir sur quoi ils débattent et de comprendre les termes de ces arguments. Dans la mesure du possible et de mes propres limites intellectuelles et linguistiques, j'essaie de couvrir le paysage des idées. Cela veut dire que je traduis des personnes avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense en effet qu'il y a de la valeur à avoir un large éventail de voix et de textes disponibles, issus de la deuxième puissance mondiale qu'on connaît toujours mal, concentrés en un seul endroit. À l'heure actuelle, il y a environ 200 textes, je pense, sur mon site, ce qui fait probablement 5 000 à 6 000 pages de matériel. Les Chinois doivent être payés par le caractère. Ils écrivent toujours les textes à coucher d'or. Et on y retrouve la parole des libéraux, de la nouvelle gauche, des nouveaux confucianistes. Ce sont les regroupements les plus connus des intellectuels chinois, ainsi que des textes sur la Covid, les jeunes, les femmes chinoises. Cela dit, j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes toujours à vous demander « mais qui sont ces intellectuels publics chinois et que peuvent-ils bien dire dans et de la Chine communiste de Xi Jinping ?» C'est une bonne question. La plupart des intellectuels publics sur lesquels je travaille sont des professeurs d'université, souvent dans les meilleures universités chinoises. Ils écrivent de manière académique pour leurs pairs, mais ils ont également une voix publique ou un visage public
à travers laquelle il tente de s'adresser à des publics plus larges. Il y a d'autres intellectuels chinois, bien sûr, moins rattachés au monde universitaire, que mon collègue Sébastien Weg qualifie de grassroots intellectuals, dont les écrits semblent paraître moins dans les médias que je fréquente. Les intellectuels chinois ne parlent pas d'une voix unanime, et ils débattent d'ailleurs fréquemment. Certains critiquent les décisions politiques du régime, mais peu s'y opposent ouvertement sur une base régulière. Pour l'essentiel, les intellectuels publics chinois font ce que font les intellectuels publics ailleurs. Ils tentent d'influencer leurs pairs, l'opinion publique et même le gouvernement sur les questions de politique publique que l'État parti leur permet de discuter. Ce monde est largement un produit de la période de réforme et d'ouverture, même si l'héritage confucien y est pour quelque chose, et même si on peut identifier des intellectuels importants même dans la Chine de Mao Zedong. Mais qui dit réforme et ouverture dit engagement avec les forces de la mondialisation, un engagement qui a changé la Chine de fond en comble, y compris le monde intellectuel. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons de la campagne de Xi Jinping actuelle qui vise à imposer de nouveau une discipline idéologique à toute la société chinoise. Pour remonter un tout petit peu dans l'histoire, dans les années 80, libérés des chaînes et des craintes de la révolution culturelle, de nombreux intellectuels chinois ont devancé l'État chinois pour embrasser les idées et les idéaux occidentaux. Après l'effondrement terrifiant de l'Union soviétique, les dirigeants chinois des années 90 ont compris que la Chine devait apprendre à être compétitive sur le plan mondial, ce qui nécessitait une transformation en profondeur de la société chinoise, notamment des investissements massifs dans le système universitaire chinois, avec pour résultat que les universitaires et les étudiants chinois ont afflué vers l'Occident et du même coup ont invité les universitaires, les étudiants occidentaux en Chine. C'est à peu près à la même époque que Internet a commencé à faire son chemin en Chine, ainsi que la commercialisation relative des médias chinois, ce qui a rendu l'échange d'idées et la publication de livres et de revues plus libres et plus faciles. En résumé, lorsque la Chine a adopté la mondialisation, les marchés à la concurrence, de nombreux intellectuels chinois ont fait de même, et beaucoup d'entre eux ont étudié en Occident, ou du moins ont été influencés par ceux qui l'ont fait. L'impact de cette exposition à l'Occident n'a cependant pas été une occidentalisation uniforme, mais plutôt une adoption de la sophistication en termes de sources consultées et de méthodologies employées. Soit dit en passant, les intellectuels chinois, quelle que soit leur expertise professionnelle, en savent beaucoup plus sur l'Occident et surtout les États-Unis que les intellectuels américains ou occidentaux n'en savent sur la Chine. C'est assez frappant si on lit ce qu'ils écrivent. Avec le temps, cette sophistication combinée à la liberté relative accordée aux intellectuels chinois au cours de la réforme et ouverture, du moins par rapport à les maoïstes, ont fini par produire un pluralisme intellectuel de facto qui n'a pas été soutenu par l'État, ni beaucoup remarqué par les observateurs occidentaux de la Chine. Alors, pourquoi ces personnes ont-elles de l'importance pourrait toujours objecter en critique à ce stade. Après tout, on peut le dire, Xi Jinping est le président de tout. Il dispose de puissants organes de propagande pour faire connaître sa volonté et d'un appareil de l'État parti pour faire respecter cette volonté. C'est vrai, je ne le conteste pas. Mais en même temps, mes recherches me conduisent à penser que les deux mondes, l'État parti de Xi Jinping d'un côté et les intellectuels publics de l'autre, essentiellement ancrés dans les universités chinoises, arrivent à coexister. Les intellectuels publics sont clairement soumis à l'État parti lorsque les choses se corsent. Mais leur position, par défaut, est celle d'une indépendance prudente et relative. Cette indépendance, par défaut, cette indépendance est aussi un produit naturel de la réforme et de l'ouverture, tout comme l'esprit d'entreprise et l'ambition qui caractérisent les parties importantes de la société chinoise. Les intellectuels publics chinois ont pris leur place et de la place, alors que l'État parti chinois était occupé à faire autre chose. Lorsque Xi Jinping s'en est aperçu,
y est d'ailleurs intervenu et un certain nombre de têtes sont tombées, notamment celle de Tsai Sha et Xu Jiangrun, qu'on a vu beaucoup dans les médias les dernières années. Cela dit, la plupart des intellectuels ont discrètement tenu bon et continuent d'écrire et publier, même s'ils changent parfois de sujet. Les rouages concrets du fonctionnement de cette écologie sur le terrain restent en grande partie un mystère pour moi. Une analogie avec l'économie informelle pourrait être utile, dans le sens que les intellectuels publics chinois ne jouissent d'aucun droit particulier à la liberté d'expression et sont en fait en négociation constante avec les différentes lignes rouges et zones de danger identifiées ou créées même par le parti-État ou l'État-parti. Certains sujets sont clairement tabous, dans le sens que les commentaires indépendants qui divergent de la ligne officielle ne sont pas les bienvenus ni autorisés. Par exemple, Xinjiang, Tibet, Hong Kong, Taïwan. Les censeurs tentent parfois d'interdire la discussion de concepts tels la démocratie ou la constitution, mais ces interdictions sont rarement efficaces à long terme et les intellectuels publics continuent d'écrire là-dessus. Il en va de même pour les interdictions quotidiennes de termes ou de vocabulaire dit délicat, une opération qui vise essentiellement Internet et les sujets chauds du jour. Pour moi, le point important est que je n'ai aucun mal à trouver des choses intéressantes à lire lorsque j'ouvre mon WeChat, qui est la plateforme préférée des Chinois. Ce qui veut dire, une fois de plus, que même aujourd'hui, les intellectuels publics chinois continuent à écrire, malgré les restrictions. Comme je le dis souvent, le fait qu'ils ne puissent pas dire tout ce qu'ils veulent ne signifie pas qu'ils ne peuvent rien dire. En fait, la lecture de l'art du possible en Chine nous apprend des choses intéressantes que je vais illustrer par quelques exemples concrets, inévitablement simplifiés pour des raisons de temps. Et je constate que j'avais oublié mon PowerPoint, mais ce n'est pas trop grave. On peut mettre ça sur un site web quelque part, mais voilà, j'en suis là à mes exemples. Donc, je vais parler de 3 intellectuels et leur parcours pour vous donner une idée de la diversité de ce qui existe en Chine malgré tout. Donc, je commence par Qin Hui. Vous voyez l'image devant vous. Né en 1953, récemment retraité de l'université Tsinghua, est un historien et un intellectuel public bien connu. Il a commencé sa carrière universitaire dans les années 80 dans le domaine des études paysannes. Il a rejeté d'emblée l'idée reçue marxiste selon laquelle les guerres paysannes, qui ont ponctué l'histoire chinoise, étaient des exemples d'une lutte de classe qui attendait la direction éventuelle d'un parti communiste. Il a insisté au contraire sur le fait que ces conflits opposaient la petite société chinoise, c'est-à-dire les communautés locales, à un État irresponsable et autocratique. Qin Hui s'est donc positionné dès le début comme un champion des droits de l'homme contre le pouvoir étatique. Bien qu'à ce moment-là, en tant que membre du Parti communiste, il écrivait comme marxiste et non comme critique libérale. Après le massacre de Tiananmen en 1989, Qin Hui perd sa foi dans le communisme, ou du moins dans le Parti communiste chinois, et ses écrits sont devenus plus pointus et polémiques. Par exemple, en 2010, il publie un long texte, voilà, je me mets au rythme éventuellement. En 2010, il publie un long texte critiquant le traitement réservé par la Chine à ses travailleurs migrants en comparant défavorablement ce traitement à celui réservé aux travailleurs migrants noirs dans le régime ou par le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il s'agit ici des Chinois ruraux, jusque-là légalement confinés dans leur village, mais qui, au cours de la période de la réforme et ouverture, ont été permis de migrer vers les villes pour travailler sur les chantiers de construction, sans pour autant bénéficier d'aucun droit ou protection. Leur situation était presque identique à celle des immigrants illégaux aux États-Unis. Pour retourner à l'argument de Qin, il insiste qu'en termes de droits humains fondamentaux, la Chine fait pire figure qu'un régime considéré par le monde entier comme un paria. Et oui, c'était publié, débattu, discuté ouvertement en Chine.
Qin a ensuite développé ses idées selon lesquelles le succès de la Chine repose sur ce qu'il appelle un avantage en matière de faible droit de l'homme. Une phrase qu'il lui a inventée, ce que veut dire que l'État chinois peut simplement passer au rouleau compresseur tous les obstacles à l'expansion des entreprises comme les syndicats ou les droits des travailleurs. Nous voyons autant dans des textes comme Dilemme de la mondialisation au XXIe siècle, Explications et solutions, avec une critique de Thomas Piketty, ce titre en dit long sur Qin Hui. Publié en 2015. Dans ce texte, Qin Hui soutient que les arguments actuels en Occident sur les avantages relatifs de la démocratie et du socialisme, comme ceux avancés par Piketty entre autres, sont erronés. En fait, Qin Hui rejette pratiquement tous les arguments de Piketty, ainsi que l'énorme débat que le livre de Piketty a suscité. Selon Qin Hui, la source des inégalités qui minent les économies développées n'est rien d'autre que la Chine qui profite des forces de la mondialisation pour éroder les bases de la prospérité occidentale d'après-guerre. Son argument est assez simple. Lorsque la Chine s'est inscrite dans l'économie mondiale, les capitaux ont afflué en Chine pour profiter des bas salaires et les autres avantages en matière de faible droit de l'homme. Au fil du temps, la Chine est devenue l'usine du monde, tout le monde le sait, produisant des biens de qualité à bas prix au détriment des emplois et des recettes fiscales des pays développés, auparavant générés par les capitaux qui avaient désormais fui vers la Chine. Malgré un excédent de capital et des pénuries de main-d'œuvre de plus en plus fréquentes, le pouvoir nu de l'État chinois continue à faire tourner la machine, prêtant les bénéfices aux économies développées afin que l'échange puisse se poursuivre. De telles dettes ne font que intensifier la crise du monde développé, alors que les gouvernements tentent déjà de fournir davantage de bien-être social à un nombre croissant de chômeurs, malgré une baisse de recettes fiscales. Un an plus tard, Qin publie un livre intitulé « Sortir du système impérial ». L'origine de ce livre remonte au centenaire de la Révolution républicaine chinoise de 1911, la révolution qui marque la fin de la Chine dynastique, lorsqu'un important journal libéral, le Southern Weekend, avait demandé à Qin d'écrire une chronique sur la signification de cette révolution. Donc on est à la veille de ce centenaire, le journal demande à Qin Hui de faire un papier là-dessus. Qin accepte et se lance dans le sujet avec son brio habituel, produisant beaucoup plus de matériel que ce que le journal avait prévu. Qin Hui publie ailleurs ce que le journal n'avait pas pu prendre et décide finalement de publier le tout dans un livre qui porte sur bien plus que la révolution de 1911. Donc le livre « Sortir du système impérial » est à bien des égards un résumé de la carrière de Qin, dans lequel il exprime ses vues profondes et controversées sur le passé, le présent et l'avenir de la Chine. La partie la plus importante de cet ouvrage traite d'un argument conservateur inspiré par l'essor de la Chine, selon lequel la révolution républicaine chinoise, encore une fois celle de 1911, n'était pas nécessaire et constituait même une erreur historique. Car, toujours selon cet argument, la Chine était déjà en bonne voie d'établir une monarchie constitutionnelle, une forme politique qui aurait été plus proche des caractéristiques nationales de la Chine qu'une république. Les partisans de cet argument ont en outre affirmé que l'échec rapide de la République a conduit à une rupture violente avec la tradition chinoise et à l'adoption des idéologies occidentales, c'est-à-dire le marxisme et le libéralisme. Cette adhésion a été à son tour responsable d'un siècle de violence et de révolution. Il va sans dire que cet argument conservateur était déjà très peu orthodoxe du point de vue de l'État-parti, qui lui considère la révolution de 1911 comme une révolution bourgeoise nécessaire, qui prépare le terrain pour l'arrivée du socialisme et finalement du communisme. Donc Qin Hui s'oppose à la fois
aux conservateurs et à l'État parti en affirmant que la révolution de 1911 a revêtu une importance capitale, car elle a marqué la fin symbolique de ce qu'il appelle le système des Qin, c'est-à-dire l'autoritarisme traditionnel de la Chine. Il dit le système des Qin parce que les Qin, c'était la première dynastie, et depuis ce moment-là, la Chine est toujours restée autoritaire. Et donc, son argument de base, c'est le suivant. La Chine et l'Europe ont toutes les deux connu des sociétés féodales qui étaient hiérarchisées et inégales, mais en même temps caractérisées par des liens personnels constructifs. En Europe, le féodalisme a cédé la place au capitalisme qui amène son lot de maux, mais le capitalisme, selon Qin Hui, a au moins produit des richesses matérielles et transformé la société. En Chine, par contre, le féodalisme a cédé la place au système des Qin, dominé par un autocrate égoïste et irresponsable, l'empereur, qui lui était entouré et protégé par des fonctionnaires hypocrites. Le système a bien sûr évolué au fil du temps, mais sa dynamique de base est restée la même jusqu'au XIXe siècle, lorsque la Chine et l'Occident se sont affrontés et qu'une partie de l'élite chinoise a finalement compris qu'il existait un système qui était non seulement plus puissant que celui de la Chine, mais aussi plus légitime sur le plan moral. Aucune conquête étrangère dans l'histoire de la Chine n'avait jamais donné lieu à ce genre de prise de conscience, encore une fois selon Qin Hui. Dans cette optique, la révolution chinoise de 1911 a marqué un tournant fondamental dans l'histoire de la Chine, égal à celui de l'établissement du système même des Qin au IIIe siècle avant Jésus-Christ, même si, encore une fois, l'expérience républicaine a cédé le pas à une anarchie presque immédiatement, car elle représente quand même une rupture fondamentale, bien que largement symbolique, avec le passé autoritaire de la Chine. La date officielle de publication du livre de Qin était janvier 2016. Des copies circulaient déjà dans cette librairie à l'automne 2015. Les autorités, et ce n'est pas surprenant, ont décidé de retirer le livre début décembre 2015 et empêcher sa sortie, invoquant des problèmes de qualité. À mon sens, l'interdiction est moins surprenante que le fait que Qin ait réussi à trouver un éditeur au départ. Malgré l'interdiction, toutefois, les articles de journaux originaux, à partir desquels Qin avait constitué son livre, restent largement disponibles en Chine, la plupart en ligne. Et j'ai récemment découvert une sorte de livre audio du volume interdit, en chinois, au format texte-parole automatique, voix robot, un produit peu attrayant, il faut le dire, mais gratuit et dispo en Chine. Donc, ceux qui ne sont pas en Chine peuvent obtenir le livre par le biais d'un prêt interbibliothèque. Disons que les censeurs chinois sont souvent plus négligents que nous n'avons tendance à le croire. Comment Qin Hui a pu éviter d'être qualifié de dissident après l'interdiction du livre reste un mystère pour moi. À l'heure actuelle, Qin Hui écrit sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans les termes qui condamnent explicitement Poutine et implicitement donc Xi Jinping pour l'avoir soutenu, et qui compare l'attitude de l'Occident jusqu'à présent à l'apaisement qui a marqué la posture de l'Occident envers l'Allemagne nazie au cours de la période précédant la Deuxième Guerre mondiale. Ces essais, ces textes sur le sujet 7 jusqu'à présent, sont publiés sur le site Financial Times chinois, FT chinois, un service payant qui est néanmoins disponible pour les clients en Chine. FT a pris la décision éditoriale à supprimer certains des commentaires les plus dangereux de Qin Hui. Je le sais parce que Qin Hui m'envoie les originaux à traduire. Mais sa position reste catégoriquement opposée à celle du gouvernement chinois. Je dois noter en même temps qu'au cours de l'été 2020, c'est-à-dire dans les premiers mois de la pandémie, Qin Hui, défendeur acharné des droits de l'homme, a pondu un très long texte comparant la gestion de la crise en Chine et dans l'Occident, où il en vient à la conclusion que la Chine, à ce moment précis, gérait la crise mieux que les pays de l'Occident. Je ne sais pas ce qu'il dirait maintenant, mais c'est ce qu'il a dit là. Ça veut dire que, comme explication, Qin Hui pointe du doigt l'incapacité de beaucoup d'Occidentaux
de sacrifier leurs droits individuels pour le bien-être de la collectivité. Parfois, donc, insiste Chin, il faut permettre à l'État de faire son boulot, même si on n'aime pas l'État. Moi, j'ai traduit ce texte, il est sorti comme livre, mais il est aussi dispo sur mon site dans les versions anglaises, françaises et espagnoles, parce que j'estime que c'était quand même une information assez intéressante. Je vais sauter une de mes figures, parce que il y en a trop. Donc, deuxième exemple, un intellectuel qui s'appelle Yao Yang. Yao Yang est né en... Donc, on va sauter à travers celui-là pour en arriver là, Yao Yang. Il est né en 1964. Il est professeur au Centre chinois des recherches sur l'économie et doyen de l'école nationale du développement de l'Université de Pékin. Donc, il s'agit d'un chercheur respecté et d'un auteur prolifique qui a publié sur une variété de sujets en chinois et en anglais. Il a fait son doc à Wisconsin, si je m'abuse. Donc, Yao Yang a été traditionnellement identifié à la nouvelle gauche chinoise, un groupe qui cherche un avenir socialiste pour la Chine et pour le monde, dont je parlerai plus dans les conférences à venir. Mais tout récemment, Yao Yang a développé un intérêt pour le confucianisme. J'ai remarqué ceci pour la première fois dans un essai d'avril 2020, intitulé « Une nouvelle guerre froide se profile-t-elle ?», dans lequel Yao se demande si un retour à ses racines confuciennes ne pourrait pas être le meilleur moyen pour la Chine de faire face à l'obsession occidentale avec le fait communiste en Chine. En d'autres mots, il se demande si peut-être l'Occident va se calmer un peu si la Chine s'arrête de s'afficher comme communiste. Je pense qu'il était à blaguer un peu, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il m'a été difficile, à partir de ce seul texte, d'évaluer le sérieux de Yao. Mais au cours des derniers mois, Yao Yang a fini par publier un certain nombre d'essais sur le sujet, ce qui laisse penser qu'il est devenu une préoccupation importante. Un essai porte sur la solution confucienne aux inégalités sociales. Un autre aborde la question de savoir comment la politique confucienne traite les différences dans la nature humaine. Un troisième tente de réconcilier le confucianisme et le libéralisme. Plusieurs de ces textes, à l'instar du reste du monde chinois, sont extrêmement longs, denses et assez érudits. En fait, je travaille là-dessus pour une recherche que je vais faire au cours de l'été. Le 2 juillet 2021, Yao Yang publie un article intitulé « Les défis auxquels est confronté le Parti communiste chinois et la construction de la philosophie politique » sur la plateforme en ligne de l'influent magazine Revue culturelle de Pékin, qui est beaucoup lu. Donc c'est très mainstream. Le texte s'appuie sur ce travail récent sur le confucianisme, mais était censé s'adresser à un public encore plus large. À bien des égards, l'argument que nous sert Yao Yang dans ce texte est assez conforme à ce qu'on trouve dans la plupart des textes signés par les nouveaux confucianistes, en ce sens qu'il suggère que pour construire la philosophie politique du socialisme aux caractéristiques chinoises, le régime doit revenir aux principes de base de la tradition confucienne, que Yao Yang définit comme le pragmatisme, un équilibre entre l'individualisme et l'ordre, la méritocratie et le règne de la vertu. Dans son texte, le marxisme reçoit son dû en tant qu'élément crucial ayant contribué à la révolution qui a rendu possible la Chine d'aujourd'hui, mais il était également présenté comme plus ou moins obsolète et au besoin d'un renouveau que la Chine va réaliser en absorbant le marxisme et le reste de la civilisation occidentale d'ailleurs, de la même manière que la Chine a absorbé le bouddhisme dans l'histoire. Yao Yang soutient que la raison pour laquelle la Chine réussit aujourd'hui, alors qu'elle a échoué sous Mao Zedong, c'est qu'en traversant la rivière en tâtant les pierres, ce qui a été le slogan de Deng Xiaoping pour décrire la stratégie appropriée pour la période de réforme et ouverture, elle est revenue par réflexe à ses principes confuciens de base.
Et donc, la tâche qui incombe à la génération actuelle d'intellectuels chinois, selon Youyang, est de siniser le marxisme en le rendant confucien. Alors, dans le contexte du monde intellectuel chinois, rien de ce que dit Youyang n'est particulièrement nouveau et son ton est plus modéré que celui de certains nouveaux confucianistes qu'on va en venir à connaître la semaine prochaine. Mais ce qui est frappant, cependant, c'est la date de publication de son texte. Comme je l'ai dit, le texte a été publié le 2 juillet, ce qui a été le lendemain de la célébration du centenaire du Parti communiste chinois. Mais ni Xi Jinping, ni la pensée de Xi Jinping ne sont mentionnés ne serait-ce qu'une seule fois dans le texte de Youyang, alors que Deng Xiaoping fait l'objet d'un formidable éloge. Xi et le parti avaient passé les mois et les mois précédant la fête d'anniversaire à parler de la civilisation du marxisme, le même thème que soulève Youyang, sans bien sûr souffler mot du confucianisme. Et Youyang a le culot d'offrir sa proposition sur le même sujet sans même un clin d'œil au plus puissant dirigeant chinois depuis Mao Zedong. Alors, cela ne peut certainement pas être une coïncidence, et je ne vois que deux interprétations possibles. La première est que Youyang et les rédacteurs de la revue, très mainstream encore une fois, s'engagent dans une sorte de résistance passive, ignorant délibérément ou passant outre les points de discussion du grand leader du parti. L'autre possibilité est tout simplement que les intellectuels publics chinois ont plus de latitude à dire ce qu'ils veulent qu'on ne le croit. Par hasard, j'ai rencontré le bonhomme Youyang en personne, ou pas en personne, en ligne, quelques semaines après avoir traduit et publié la traduction de son texte, et il a pris la peine de m'assurer avec fierté que Xi Jinping a bel et bien lu mon article. Donc il est clair que Youyang écrit pour avoir une influence, un impact. Dernier exemple, bonhomme qui s'appelle Shi Jian. Vous aurez sans doute remarqué que tous mes exemples sont des hommes, ce qui, hélas, reflète une vérité du monde intellectuel en Chine, qui est toujours dominé par des hommes. Je suis constamment à la recherche des femmes pour traduire, et j'en ai trouvé, mais les hautes sphères du monde intellectuel chinois demeurent une chasse gardée masculine pour l'instant, et féminiser ce monde ne semble pas être une priorité à l'heure actuelle pour les Chinois, pour rien dire des Chinoises. Mais voilà, on en est là. M. Shi Jian, qu'on voit là, il a fait des études en France, j'en suis sûr. Il est plus jeune que les autres, né en 1977. Il est professeur de sciences politiques à l'Université des Affaires étrangères de Chine à Pékin et directeur du centre de recherche sur la politique mondiale de la même université. En 2009, un an après avoir obtenu son doctorat en histoire à l'Université de Pékin, Shi Jian a rejoint un groupe d'universitaires libéraux qui se sont appelés Daguan, ce qui pourrait être traduit par la grande vision. Selon Shi Jian, le groupe s'est inspiré du concept du nouvel empire latin d'Alexandre Kojève, un Russe qui avait étudié en Allemagne avant de s'installer en France dans les années 30, si je ne me trompe pas. Kojève, lui, a composé les rudiments de l'idée du nouvel empire latin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre d'un mémo adressé à Charles de Gaulle, qui a été publié en traduction chinoise en 2008. Pour simplifier, Kojève avait proposé que les pays latins d'Europe s'unissent dans un pacte qui permettrait d'éviter la pression américaine à l'ouest et la pression soviétique à l'est. Bien que philosophe de formation, Kojève a fait son doctorat sous la direction de Karl Jasper et a influencé une grande partie de l'élite intellectuelle française de l'après-guerre de par ses conférences sur Hegel. Kojève a fini par travailler au ministère français des Relations extérieures pendant une grande partie de l'après-guerre et a contribué à la création de l'Union européenne et du marché commun européen. Alors, les préoccupations de Kojève ont attiré Shi Jian et ses collègues parce que de nombreux intellectuels chinois ont vécu l'ascension de la Chine comme un événement historique mondial d'une importance égale à celle de la Deuxième Guerre mondiale. Comme je l'évoque sur mon blog, l'essor de la Chine ainsi que l'éclipse de l'ancienne Union soviétique
et le déclin apparent des États-Unis ont convaincu de nombreux penseurs chinois qu'un nouveau monde est en train d'éclore et que les idéologies que sont le capitalisme, la démocratie libérale et le communisme soviétique sont obsolètes. Certains intellectuels chinois pensent que le socialisme aux caractéristiques chinoises et la pensée de Xi Jinping tracent déjà la direction que prendra ce nouveau monde. D'autres, comme ceux que j'ai présentés aujourd'hui et comme Shi Jian et son groupe, sont moins convaincus que le régime actuel de la Chine représente la vague de l'avenir, même s'il reste engagé à repenser le passé, le présent et l'avenir de la Chine et du monde de manière novatrice et passionnante. Les recherches précises de Shi Jian témoignent précisément de cette ambition. Après avoir publié ce qui semble être sa thèse de doctorat en 2012 sur la philosophie politique de Joseph de Maistre, allez savoir, le projet suivant de Shi Jian n'était rien de moins qu'une réévaluation complète de la Chine, un volume de 700 pages intitulé « Le pivot, 3000 ans de l'histoire en Chine », publié en 2018. Je n'ai pas encore lu ce livre. Pour un traducteur, un livre de 700 pages suscite de véritables cauchemars avant même de le lire. Mais le sous-titre de l'édition taïwanaise du volume révèle en fait les ambitions de l'auteur. Explorer le rôle de la Chine dans le monde contemporain à travers une étude de 3000 ans de l'histoire. En d'autres termes, selon Shi Jian, et là je suis d'accord, nous étudions l'histoire pour comprendre le présent et l'avenir, et le but de la compréhension est de nous permettre de changer le monde. En conséquence, Shi Jian écrit dans un style engageant et accessible. Il met ses conférences en ligne à disposition sur une application populaire, moyennant paiement, bien sûr. C'est la Chine, après tout. Tout comme Kojève a façonné l'avenir de l'Europe depuis l'intérieur de la bureaucratie française, Shi Jian espère changer la façon dont le peuple chinois se perçoit et perçoit le monde grâce à son travail d'intellectuel public. Cela dit, dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, je vais aborder un autre projet entrepris par Shi Jian, un sous-projet parallèle inspiré par l'élection de Donald Trump et la guerre commerciale que ce dernier a lancée contre la Chine, ou plus largement par la montée du populisme et du sentiment anti-mondialisation dans de nombreuses régions du monde et que Shi Jian a traité dans 2 volumes publiés en 2020 et 2021. Ils bossent, les Chinois, il faut l'admettre. Le premier volume est intitulé « Le débordement, l'histoire future du Made in China », bon titre, dans lequel Shi Jian et son équipe ont entrepris d'étudier les effets des tarifs douaniers américains sur la fabrication et les chaînes d'approvisionnement en Chine et en Asie du Sud-Est. Le projet a nécessité un travail de terrain considérable en Chine et au Vietnam, quelque chose que moi, je n'aurais pas pu faire comme ça. Du coup, il décide, oh my God, Trump nous fait ça, je vais aller voir ce que ça donne. Et son université lui dit, OK, on vous donne les ressources qu'il vous faut. Ses principales conclusions sont les suivantes. Premièrement, que les politiques commerciales nationalistes sont une arme maladroite à une époque où les chaînes d'approvisionnement mondiales rendent difficile l'identification du pays d'origine d'un produit composé d'une collection multinationale de pièces. Deuxièmement, si les tarifs douaniers de Trump ont causé des désagréments en Chine, c'est généralement au dernier maillon de la chaîne, généralement le moins important, qui a été délocalisé de la Chine jusqu'au Vietnam, tout en restant lié à la chaîne chinoise d'origine pour des raisons évidentes. Et troisièmement, les commerçants et les réseaux de commerçants motivés par le profit sont plus astucieux et plus inventifs que les politiciens nationalistes qui tentent de marquer des points politiques à distance. Donc, grosso modo, il dit que la politique de Trump n'a rien donné. Quant à l'idée que ça allait endommager l'économie chinoise, très peu. Bien qu'il s'agisse d'une étude préliminaire basée sur un travail de terrain limité, les conclusions de Shi Jian sont que dans la mesure où les tarifs ont provoqué un découplage des économies chinoises et américaines, ce découplage a conduit à l'extension des chaînes d'approvisionnement chinoises
et vraisemblablement de l'influence chinoise à l'Asie du Sud-Est. Le deuxième volume, quant à lui, s'appelle « Percer le cocon » et consiste en une réflexion plus large. J'ai d'abord pensé que les cocons en question étaient les bulles d'information créées par les médias sociaux d'aujourd'hui, qui existent aussi en Chine malgré la présence plus agressive de l'État. Mais il est vite apparu que Shi Jian avait d'autres chats à fouetter et qu'il s'attaquait au fait aux cocons qui obscurcissent le monde tel qu'il est, principalement les idéologies ou impulsions nationalistes, populistes ou chauvines, qui nous empêchent de voir à la fois le bien commun et nos propres intérêts. Ces cocons plus vastes fonctionnent selon la logique des cocons des médias sociaux, en ce sens qu'ils sont alimentés par l'émotion, la précipitation au jugement et les vœux pieux, et non par la compréhension et l'analyse. Donc le livre de Shi Jian s'adresse à la rivalité économique et politique sino-américaine, et le principal public visé est le public chinois, dont beaucoup sont impatients de surpasser les Américains et de devenir la première puissance mondiale. Le message fondamental de Shi Jian consiste en deux observations. Premièrement, grâce à la chance, à l'intelligence et au travail de la Chine ou des Chinois, et à certains avantages factoriels, par exemple la taille de la population et du marché chinois, la Chine s'en est très bien sortie dans l'ordre mondial libéral actuel dominé par les Américains. Selon lui, en l'état actuel des choses, les États-Unis, ou l'Occident plus largement, innovent, la Chine produit et le monde consomme. Et l'Afrique envoie les matières premières à la Chine. Pour un certain nombre de raisons, il continue, dont la domination des États-Unis sur les mers, il est peu probable que cette situation change de manière importante dans un avenir proche, à moins que les États-Unis ne se lancent dans de nouvelles guerres inutiles, toujours possibles. Deuxièmement, les outils traditionnellement utilisés pour tenter de promouvoir les intérêts de la Chine et d'entraver les avancées des États-Unis, qui sont les politiques économiques nationalistes, la diplomatie agressive, tout ceci fonctionne plus ou fonctionne mal, car l'économie, en particulier, mais pas exclusivement l'économie numérique, échappe aux limites de l'État-nation. Cela ne signifie pas que les États-nations sont impuissants hors de porter des décideurs politiques ou des bureaucrates du FMI ou de la Banque mondiale. J'ai loupé un peu. Cela ne signifie pas que les États-Unis sont impuissants, mais plutôt que les forces qui feront avancer le monde sont largement hors de portée des décideurs politiques. Ces mêmes forces, la collecte massive de données ou le développement de l'intelligence artificielle, par exemple, sont en tout cas en train de changer la nature de la gouvernance en Chine et aux États-Unis d'une manière que nous avons à peine commencé à imaginer. Le livre « Percer le cocon » tente de transmettre ce message fondamental en apprenant aux gens, aux lecteurs, à voir et à comprendre le monde correctement. Les différents chapitres fonctionnent moins comme des arguments qui défendent directement la thèse de l'auteur et plus comme des cours magistraux consacrés à ce sujet. Donc, Shi Jian s'appuie sur la théorie des relations internationales pour expliquer pourquoi les grandes puissances font simultanément respecter les règles et les bafouer, et pourquoi la Chine ne sera probablement jamais une grande puissance maritime. Trop de frontières terrestres, trop de voisins gênants. Il s'appuie sur l'économie pour illustrer pourquoi la Chine doit rester ouverte sur le monde pour améliorer sa capacité d'innovation, ainsi que pour étendre ses marchés, faute de quoi elle va rester embourbée dans la production de biens industriels de bas niveau. Il s'appuie sur l'histoire pour illustrer la façon dont les dirigeants de l'Allemagne d'après-guerre ont sacrifié leurs intérêts nationaux pour rétablir la confiance entre leurs voisins après 2 guerres désastreuses, avertissant ainsi les Chinois impatients de dépasser les États-Unis qu'en absence de confiance, les gens font des calculs basés sur les considérations de sécurité plutôt que sur les considérations de coût. En d'autres mots, il dit sans confiance, les marchés ne fonctionnent plus. Tout au long du livre, Shi Jian conseille la patience et la sagesse sans harceler le lecteur. Si le livre avait un slogan, ça aurait pu être « Ne cédez pas au populisme », même si ça vous fait du bien, car dans le fond, ça ne sert pas à vos intérêts. À un certain niveau, le livre de Shi Jian est profondément libéral, dans le sens classique du terme, dans sa croyance en la logique des marchés et du commerce,
sa conviction que des personnes rationnelles et éclairées feront les bons choix, et sa foi dans le fait que la poursuite intelligente de l'intérêt personnel est une voie profitable, rentable à suivre. Ni le Parti communiste ni Xi Jinping ne sont mentionnés dans cet ouvrage. Donc, encore une fois, j'ai été un peu long. Ok, en guise de conclusion, ces exemples, à mes yeux, devraient suffire à prouver qu'une république des lettres existe dans la Chine d'aujourd'hui. Autrement dit, qu'un monde intellectuel riche et diversifié côtoie un État-parti qui tente de réimposer une discipline idéologique sans y parvenir complètement. Je tiens à préciser que ces exemples sont tous des personnalités bien connues, qui publient dans les lieux importants et non des acteurs mineurs écrivant sur de blogs obscurs. Pour moi, l'un des aspects intéressants et importants de ce monde est que, en termes de vocabulaire et de style d'argumentation, il est beaucoup plus proche des normes intellectuelles occidentales que du langage du parti employé par les organes de propagande de la Chine. Je ne doute pas du tout que les intellos chinois puissent lire et écrire le langage du parti lorsque cela est nécessaire, mais dans le visage public qu'ils adoptent en tant qu'intellectuels publics, ils parlent et écrivent en tant que citoyens chinois d'un monde global. Ils évitent généralement les slogans et les références à Xi Jinping ou au parti. Cette déconnexion ne peut qu'inquiéter un parti qui cherche continuellement à renforcer sa légitimité, car les écrits des intellectuels publics chinois sont généralement beaucoup plus convaincants et compréhensibles que les textes du parti. Ce qui signifie que le parti gouverne par le pouvoir et par la performance, alors qu'il préférait gouverner par la persuasion et la légitimité. Vous pouvez bien vous demander quel impact les intellectuels publics chinois peuvent avoir sur l'État-parti. On pense généralement qu'ils n'en ont que très peu. Mais si on se base uniquement sur les quelques cas examinés aujourd'hui, Chen Hui a eu suffisamment d'impact pour faire interdire son livre, et était interdit avec négligence, qui plus est. Je me demande si ça n'a pas servi à faire de la publicité même pour son livre, parce que tout le monde veut lire quelque chose qui était interdit. Et Yao Yang a réussi à faire lire sa légère dissidence par Xi Jinping même. Les intellectuels publics en Chine ne décident pas de la politique, mais ils sont quand même dans le coup. En outre, le monde des intellectuels publics chinois compte des centaines, voire des milliers de personnes, la plupart bien sûr moins éminentes que les quelques personnes évoquées ici, mais qui s'activent tout de même à parler, à publier, en essayant de s'influencer mutuellement, d'influencer leurs étudiants, leurs lecteurs et peut-être même l'État-parti. Ils font partie du bruit de fond qui existe dans la plupart, si pas la totalité de toutes les sociétés. Dans le cas de la Chine, ce bruit est noyé en quelque sorte par le bruit du système de propagande chinois et favorisé par le fait que nous ne sommes pas assez nombreux à lire le chinois. Je finirai avec quelques brèves remarques sur mes 3 prochaines conférences. La semaine prochaine, je parlerai de la manière dont l'excitation suscitée par l'idée de la montée de la Chine a donné lieu à une explosion d'énergie intellectuelle qui, à son tour, a créé un pluralisme intellectuel vital en Chine au cours de la période précédant l'ascension du pouvoir de Xi Jinping. Je tenterai d'illustrer la mesure dans laquelle de nombreux intellectuels en sont venus remettre en question le statu quo idéologique et intellectuel en Chine. En même temps, et c'est en quelque sorte ironique, les mêmes intellectuels ont fait preuve aussi de vouloir fournir du contenu pour le slogan politique « Le rêve chinois », donc à travailler pour le compte même de Xi Jinping en espérant le convaincre de penser autrement. La semaine suivante, je vais me concentrer sur les libéraux chinois qui ont fini par perdre du terrain avec l'essor de la Chine. Je parlerai donc des partisans de Trump parmi les intellectuels chinois, dont la plupart sont des libéraux en Chine, ainsi que des commentaires des libéraux chinois sur Black Lives Matter et d'autres exemples de politique identitaire américaine. Dans la dernière conférence, je vais me concentrer sur un bonhomme qui s'appelle Zhang Shigong, en sa qualité de membre le plus éminent de la nouvelle gauche chinoise.
Les gens comme Jiang semblent gagner la course en Chine aujourd'hui, du moins dans le sens que leurs arguments sont les plus proches de ceux de Xi Jinping et de l'État parti chinois. Compte tenu de la position de la Chine dans le monde actuel, je crois qu'il est important que nous comprenions ce que Jiang a à dire, même si ce qu'il dit ne nous dit pas. Merci beaucoup. Bien, merci David Ownby pour cette présentation très, très éclairante. Alors, certes, effectivement, lire un texte, c'est toujours un peu, voilà, enfin, on comprend que c'était difficile de faire autrement si on voulait faire tenir. Et d'ailleurs, en fait, il y a une partie de l'exposé qui a sauté dans le processus. Mais en tout cas, je crois que j'espère que tout le monde a quand même perçu que c'est important d'avoir des présentations comme celle-ci qui vont en fait droit au fait, parce que ces textes, alors non seulement sont en chinois, mais en plus ils sont en général très longs, très comment dire, quelquefois assez complexe à suivre. Et là, c'est quand même commode d'avoir quelqu'un qui comprend tout de suite de quoi il s'agit et qui vous l'explique en 2 minutes. Hein, donc, bien. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de prendre des questions. Oui. Questions, alors en français, anglais, chinois, espagnol, quoi d'autre? Portugais. Portugais, voilà. Bon. Donc, des questions?